Bonjour à tous. Donc, je vais être un peu plus terre à terre, assez loin du sujet qui vient d'être traité. Donc je vais vous faire un petit état des lieux d'un panorama qui a été fait cette année sur les organismes de formation de la région Pays de la Loire. Cet état des lieux, il a été fait à partir de l'exploitation des bilans pédagogiques et financiers et déclarations d'activité qui sont donc à la directe et dont on a eu accès, qu'on a pu exploiter pour en tirer les éléments, comme on l'a dit, un peu réducteurs, vu qu'on est dans un PowerPoint, on n'a pas tous les éléments, mais qui permettent déjà de poser effectivement quelques éléments de repère sur les organismes de formation en Pays de la Loire. Donc l'idée, c'était de poser un regard sur ce secteur économique qui est soumis à de profondes transformations. J'en vais citer quelques-unes ici: la généralisation des marchés publics, les contraintes financières de commande, les exigences renforcées en termes de qualité de l'offre et bien d'autres. La démarche de diagnostic, elle a été construite en deux temps. Dans un premier temps, un état des lieux quantitatif sur l'activité économique et les ressources des organismes. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis il y a un deuxième temps donc, qui était en cours de construction, de dialogue avec les organismes de formation, là plus sur une partie enjeux et pistes d'action, donc qui viendra dans le courant de l'année prochaine. Donc quelques chiffres clés. Donc là, on est sur une base de 4083 organismes de formation, un chiffre d'affaires de 540 millions, on est sur un total d'1 million de places financées, 42 000 contrats de formateurs, on n'est pas sur 42 000 formateurs, mais contrats de formateurs, c'est pas forcément évident après de ramener ça en ETP, en équivalent temps plein, et puis 79 millions d'heures de formation au total. Donc, première chose, ça va être de regarder un peu le profil de ces organismes. Qu'est-ce qu'on ressort? C'est que près de 3 organismes sur 10 déclarent comme activité principale la formation. C'est-à-dire que voilà, ils peuvent avoir différentes activités dans leur entreprise, dans leur organisme, et il y en a 30% en gros qui déclarent comme activité principale cette activité de formation. Il y en a 8 sur 10, donc 80%, qui ont un statut privé lucratif ou qui sont des entreprises individuelles. Donc là, vous avez un petit graphique qui vous donne sur le côté la part du privé lucratif, du privé individuel, du privé non lucratif, du public, et la part de l'activité principale dans chacun de ces organismes en fonction du statut auquel il appartient. Je pourrais laisser les éléments par la suite, ou ils sont peut-être déjà dans le document. Voilà. Autre élément, la répartition territoriale de ces organismes de formation. On voit qu'il y en a plus d'1 sur 2 qui est dans les grandes agglomérations. Et on a, alors j'ai mis avec des petites bulles le poids dans les différents départements. Donc on voit que la Loire-Atlantique pèse un poids très important, 48%. Et c'est même un poids en surreprésentation par rapport au poids de la population dans la région. Donc on est à 48% alors qu'on est à 36% je crois sur la Loire-Atlantique en termes de population. Et ensuite ça se répartit de manière, voilà, 14% pour la Vendée, 21% pour le Maine-et-Loire, 10% pour les Sarthe et 6% pour la Mayenne. Toujours sur ce profil des organismes, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a un renouvellement important de ces organismes de formation, puisque là, je vous ai donné deux, trois éléments de lecture. C'est qu'en 2012, on en a plus d'1 sur 4 qui a été créé dans l'année. Donc si vous faites un ratio avec les 4000 de départ, on est autour de 1000. 1 sur 10 qui a cessé son activité de formation. Et quand on compare 2007 à 2012, bon, c'est toujours un exercice délicat sur des bilans pédagogiques et financiers qui sont des données un peu fragiles, mais on arrive quand même à des choses qui disent qu'un tiers des organismes de formation exercent une activité de formation en 2007 et qu'ils n'étaient pas présents et qu'ils ne sont pas présents en 2012. Donc un renouvellement, une espèce de turnover, de rotation des organismes de formation qui est assez importante. L'ancienneté, donc là, pour donner aussi une suite à ce que je viens de dire,
La petite ligne rouge, en fait, vous donne en gros une durée de 5 ans. Combien d'organismes ont plus de 5 ans ou ont moins de 5 ans? Donc on voit qu'on a des profils différents en fonction du statut. Là, on a le privé individuel lucratif et non lucratif. On voit que sur le privé non lucratif, on a un peu plus de la moitié qui a plus de 5 ans. Et ensuite, sur le privé lucratif, on est plutôt à un tiers, voilà, et encore moins sur le privé individuel. Donc on a une ancienneté qui est variable en fonction du statut de l'organisme. Deuxième élément, donc après avoir profilé, donné un petit aperçu des organismes et de leur structuration, voilà, sur les ressources humaines, qu'est-ce qu'on observe? C'est que 8 contrats sur 10 sont dans le secteur privé. Donc là, vous avez une idée de la répartition de ces contrats, avec 29% dans le privé lucratif. J'ai indiqué le nombre de contrats en dessous que ça représente. Le privé non lucratif, là, qui représente la plus grosse part, avec 18 900 contrats à 45%. Et ensuite, voilà, une répartition entre privé individuel, consulaire, qui sont à peu près sur le même ordre, et le public qui représente 7140 contrats. Alors, toujours sur les ressources humaines, trois petites choses encore. Une moyenne, alors par organisme, on mesure une moyenne de 10 contrats par organisme. Un contrat sur 5, donc 20%, est en CDI. Et quand on regarde un peu par statut d'organisme, on observe trois conditions d'emploi différentes, trois types différents. Donc on a le public et le privé non lucratif qui sont plutôt autour de salariés en CDD, de recrutement en CDD ou de formateurs occasionnels, donc là qui représente la part la plus importante. Puis le privé lucratif et les consulaires qui sont plutôt sur des profils donc de type salarié en CDI et travailleurs indépendants. Et le privé individuel, voilà, assez logiquement, est plus sur des travailleurs indépendants. Autre élément, donc la structure, les ressources humaines, les ressources financières. Donc là, que peut-on dire sur les ressources financières? C'est que 80% des recettes sont réalisées par des structures privées. Donc plus de 8 organismes sur 10 ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros. Voilà, et là, la répartition, on est donc avec un total de 540 millions d'euros, on est avec une part de 41% sur le privé lucratif, de 31% sur le privé non lucratif, ce qui représente déjà 3/4 de la masse des ressources financières des organismes de formation. Donc plus de la moitié des produits est issu des entreprises. Les conseils régionaux pèsent 15% du total des produits. Donc là, vous le voyez, même répartition. Donc les produits des entreprises, on est à 34%. Pour les OPCA, à 19%. Les pouvoirs publics, 28%. Et donc la part conseil régional, 15%. Donc de la même manière, on peut tracer des profils selon le statut de l'organisme de formation sur ses ressources financières. Qu'est-ce qu'il en ressort? Le public marche surtout sur le pouvoir public et les conseils régionaux assez logiquement. Le privé non lucratif, lui, est un profil assez équilibré avec des ressources finalement assez diversifiées, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les consulaires, les privés lucratifs et privés individuels, eux, émargent surtout sur entreprises et OPCA. Concernant les dépenses région Pays de la Loire, donc ça représente 283 organismes de formation concernés, 79,7 millions d'euros, ça fait à peu près 282 000 euros en moyenne. Après, on ne le voit pas forcément sur cette diapo, il y a des organismes très dépendants, d'autres un peu moins, et d'autres qui ont voilà, un équilibre dans leur financement. La même diapo hors DRSP. Voilà, je passe. Pour aller sur tout ce qui est stagiaire et formation suivie.
Donc, par rapport à tout ce qui est stagiaire, formation suivie, donc il y a 3/4 des stagiaires qui sont salariés, et ce pour une durée moyenne de 64 heures de formation par stagiaire. Également, autre élément qu'on peut donner, qui n'est pas sur la diapo, c'est que 3/4 des stagiaires sont financés par leur employeur. 3 stagiaires sur 4 sont dans des stages non certifiants d'une durée moyenne de 39 heures. Donc on le voit là, on est vraiment sur des formations qui ne sont pas inscrites au RNCP et majoritairement donc aussi les prestations d'orientation d'accompagnement pour 10%, mais voilà, le gros c'est vraiment des formations non inscrites au RNCP. Lorsqu'elles sont inscrites au RNCP, on est sur une part de l'ordre de 13%, avec une répartition par niveau qui est relativement équilibrée entre niveau 4, niveau 5, niveau 3, niveau 2 et plus. Donc voilà, on n'a pas une surreprésentation de niveau. Et on est sur des durées moyennes de l'ordre de 230 heures à peu près, lorsque ce sont des formations inscrites au RNCP certifiantes. Alors qu'on est plutôt sur 39 heures en moyenne lorsqu'on est sur du non certifié. Alors, un organisme sur 5 forme dans les domaines de la production. Donc on est dans des domaines comme l'agroalimentaire, la mécanique, l'électricité, le bâtiment, pour ne citer que cela. Et on a donc sinon 2/3 des organismes qui forment dans les domaines des services, où là on est sur des domaines qui sont plus liés à la sécurité, à l'informatique, à la santé, aux ressources humaines, au commerce, entre autres. En termes d'enjeux et de perspectives, donc je vais rejoindre un peu la thématique de ce matin sur la responsabilité sociale des entreprises. La stabilité des structures est un des enjeux qui apparaît. Donc là, on est plutôt sur le versant du levier économique, de l'enjeu économique en lien avec le RSE. La diversification des ressources, on l'a évoqué ce matin, Hélène Combe l'a évoqué, il est important d'avoir une diversité aussi en termes d'activité pour éviter trop de dépendance à un seul donneur d'ordre. Et puis la sécurisation des emplois, voilà, on est dans un enjeu social aussi. Et le maillage territorial, on rejoint là le levier territoire, développement durable qui peut y être associé. Voilà pour cette présentation beaucoup plus courte, beaucoup plus ramassée, et qui vous donne quelques repères. Merci. Là encore, un besoin de complément, des questions à poser. Selon vous, quel va être l'impact de la réforme de la formation et de la réforme de 24 heures sur les organismes de formation? Là, je ne vais pas avoir de réponse aujourd'hui à vous donner. Par contre, il est clair que dans le deuxième temps de ce travail, où on va travailler avec des organismes de formation notamment, on va dialoguer sur un certain nombre d'enjeux, au-delà des quelques pistes que j'ai pu évoquer, viendra cette question, elle va être traitée, elle va donner lieu à un rendu sur ce sujet-là. Donc à ce moment-là, j'aurai peut-être plus d'éléments pour vous répondre, mais aujourd'hui, je vais être un peu court. Donc Marie-Forgé Baudon, moi je suis la directrice gérante de Cap Savoir à Cholet, dans ce qu'on vient de voir. Moi j'avais une question par rapport à, puisqu'on peut faire le lien avec Madame Combe, sur les organismes privés à lucrativité limitée, comme les SCOP, ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que dans votre analyse, je ne sais pas comment on dit, voilà, il n'apparaissent pas. Alors, quid des organismes de l'ESS, en fait, de l'économie si sociale? vous apparaissez, mais c'est que vous êtes dans une catégorie qui
À mon avis, alors soit vous êtes privé non lucratif, ou voilà, comment vous avez été, il faudrait que je regarde, comment vous avez été... Les SCOP sont bien économie sociale et solidaire, on parlait de la RSE ce matin, voilà, de la gouvernance collaborative et puis de la lucrativité limitée, puisque on ne parle pas d'actionnaires, mais on parle d'associés et qu'il y a une obligation dans les SCOP de privilégier son entreprise. Je connais bien, mais voilà. Je pense que dans le CERFA, en fait, la case, tout simplement, n'existe pas, et vous ne rentrez pas dans la case, et finalement, ou alors vous êtes d'office dans une autre case. Ça doit être ça. Je trouve que c'est dommage. Il manque quelque chose là pour faire un lien avec ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, madame. Merci, donc Hélène Combe, de la Fuente Martinez, quand je mets tout le nom. Peut-être juste par rapport à ça, alors je vous vérifierai, mais c'est vrai que généralement les SCOP, elles sont dans les grandes masses, elles sont dans des organisations privées non lucratives. Même si effectivement je suis d'accord sur le fait, et je suis ravie que vous ayez donné cette spécificité, parce que je pense que ça fait partie aussi, j'aurais pu en parler tout à l'heure, mais finalement je l'avais zappé. Donc dans la question effectivement du nouveau rapport au capital, on peut être dans la lucrativité, mais à ce moment, vous voyez, raisonner, etc. J'avais une question, mais vous n'avez peut-être pas forcément la réponse, et puis un petit clin d'œil. Est-ce que vous avez, avec le recul, pu faire l'analyse de l'effet des appels d'offres sur la logique des appels d'offres sur la question du monde de la formation? Parce que c'est vrai que je travaillais dans le monde de la formation, moi, il y a longtemps, il y avait un peu d'appels d'offres, mais c'était surtout par proposition, donc avec des dynamiques en haut. Donc voilà, il n'y a pas de réponse. Et sinon, un petit clin d'œil, c'est parce que, assez classiquement, c'est ce que vous avez évidemment fait, on parle des dépenses de la formation. Et moi, j'essaie de défendre une idée qui a été lancée qui a été vraiment travaillée par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle. C'est la notion de ne plus parler de dépenses sociales, quand on parle des rémunérations, quand on parle de financer la formation, quand on parle de financer la protection de l'enfance, mais de parler d'investissement humain. Et effectivement, ce qui change complètement le regard, et qui du coup va permettre de légitimer complètement autrement le fait qu'on mette des moyens dans ces domaines-là, alors que sinon on considère que c'est des frais, c'est des charges, même si c'est des charges. Voilà. Alors, sur la première, je ferai un peu la même réponse, c'est-à-dire qu'on est plus sur quelque chose de l'ordre du qualitatif. Donc on est plus sur le regard sur les effets que cela peut avoir sur les organismes de formation, et ça on ne le mesure pas à travers un CERFA. Donc là on est plus sur l'exploitation à plat d'un CERFA, voilà, même si on croise les éléments. Donc ça on ne va pas avoir les éléments aujourd'hui. Mais alors à l'OREF on n'a pas traité cette question-là. C'est un matériau nouveau, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais travaillé sur les organismes de formation. C'était vraiment une première d'avoir accès à ces données au niveau de la directe et de pouvoir déjà traiter, juger aussi de la fiabilité, de la qualité de ces données. Donc on peut en sortir des éléments. Après, je pense que pour vraiment aller sur ces champs-là, comme celui qu'on a évoqué tout à l'heure, il faut vraiment là être sur voilà, quelque chose de l'ordre de l'échange et de l'humain, pour le coup. Et complètement d'accord avec, sinon, sur la deuxième remarque sur l'investissement en capital humain, chose qu'on avait fait il y a quelques années, et notamment, oui, effectivement, on déporte le regard sur une autre entrée, et effectivement, ça amène aussi d'autres problématiques et d'autres échanges. Merci.